Le rendez-vous de l'économie sur i24 News. Soyez les bienvenus. Au programme aujourd'hui, les temps ont changé en Birmanie. De la dictature militaire marxiste en vigueur pendant un demi-siècle, le pays découvre en accéléré l'ouverture démocratique et économique. Les investisseurs étrangers, y compris américains, répondent présents. La croissance également. Nous ferons le point dans un instant. Et puis un appel au secours, il y a bien urgence pour les réfugiés centrafricains. Ils sont chaque semaine 2000 de plus à fuir les violences, le chaos qui frappe leur pays. Leur espoir, le Cameroun voisin. Mais Yaoundé a-t-il les moyens de les accueillir? Les agences onusiennes, vous le verrez, se démènent pour récolter des dons. Voilà pour les titres et merci d'être avec nous. Le tour du monde avant tout cela de ce qu'il faut retenir de l'actualité économique et le Japon à la une avec ses chiffres spectaculaires, ceux de la croissance 6,7% au premier trimestre en rythme annuel, nettement au-dessus de la première estimation 5,9%. Les ménages ont accru leur consommation juste avant la hausse de la TVA au 1er avril et surtout les entreprises ont investi plus que prévu et cela conforte le plan de relance du gouvernement, les Abenomics, censés au final enrayer la spirale déflationniste. La Banque du Japon avertit toutefois, il faudra 2 années pour obtenir une inflation de 2%. Le climat économique en tout cas est au beau fixe en Asie. L'indice MSCI Asie-Pacifique est à son plus haut depuis 3 ans et puis plus 75% pour l'excédent commercial chinois au mois de mai. Et l'Asie, c'est aussi une question de suprématie. Première rencontre au sommet hier à New Delhi entre les chefs de la diplomatie indienne et chinoise depuis l'arrivée au pouvoir en Inde le mois dernier du nationaliste Narendra Modi. Pékin, New Delhi, 2 géants démographiques, économiques, 2 rivaux régionaux aussi, qui entendent toutefois renforcer leurs liens. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Inde, 70 milliards de dollars au total. L'Inde qui accuse un déficit commercial de 40 milliards de dollars face à son voisin. L'Inde qui veut désormais un meilleur accès au marché chinois. Un objectif de 100 milliards de dollars de commerce bilatéral est espéré pour l'an prochain. Au Brésil, rien ne s'arrange. À J-3 du coup d'envoi de la Coupe du Monde de foot, hier, les employés du métro de Sao Paulo ont voté la poursuite de leur grève. Elle dure depuis 4 jours. Une grève jugée illégale par la justice. Une vraie menace, en tout cas pour le bon déroulement du mondial. Les syndicats réclament toujours une hausse de 12,2% de leur salaire. Les autorités n'offrent que 9,5% de revalorisation. Cette grève pénalise la population qui est sacrifiée, car le métro est utilisé chaque jour par près de 4,8 millions de passagers. Et ceux qui travaillent n'ont aucune contrepartie. Les offres actuelles n'apportent rien pour sortir de l'impasse. Aussi, la grève se poursuivra. Une élection très disputée. On part en Colombie et là-bas aussi, l'économie est au cœur de la campagne qui prend fin ce soir. Dernier meeting pour le président sortant Juan Manuel Santos et son adversaire Oscar Iván Zuluaga. Ce dernier a promis de ne pas signer de nouvel accord de libre-échange afin de protéger le secteur de l'agriculture. Je ne signerai pas de nouveaux traités de libre-échange ces 4 prochaines années. Soyons tranquilles sur ce point. Mais je dois être réaliste et j'aime parler clairement. Il n'est pas non plus possible de renégocier les traités actuels. Allez, des nouvelles de Christine Lagarde. Non, elle ne sera pas candidate à la présidence de la Commission européenne. En revanche, la patronne du FMI, de passage à Londres, en a profité pour reconnaître les erreurs d'appréciation de son institution au sujet de l'économie britannique. Il y a quelques mois, elle avait mis en garde Londres contre l'austérité. Aujourd'hui, elle reconnaît les bons résultats du Royaume-Uni en termes de croissance. Nous avons sous-estimé, ou plutôt nous nous sommes trompés, et nous l'avons reconnu. Nous n'étions pas les seuls à nous tromper, nous étions même en bonne compagnie. La plupart des analystes se sont trompés. Et clairement, le renforcement de la confiance provoqué par les politiques économiques adoptées par le gouvernement britannique a surpris beaucoup d'entre nous. Voilà, et puis un mot de la journée de solidarité en France. Elle est censée améliorer la prise en charge des personnes âgées. Et 10 ans après sa création, le lundi de Pentecôte reste chômé par la plupart des salariés. Malgré tout, cette journée de travail non rémunérée devrait rapporter à l'État cette année 2,46 milliards d'euros. La Birmanie était bien à l'aube d'une ère nouvelle il y a 2 ans, lorsque l'ancienne opposante Aung San Suu Kyi a pu enfin être élue députée. Après 50 ans au pouvoir, la junte militaire s'est résolue à l'ouverture, une transition politique, démocratique et économique pour ce pays de 55 millions d'habitants. Fini le repli sur soi. Aujourd'hui, capitalisme, investissement et croissance sont la règle. Un bureau commercial américain a même ouvert ses portes la semaine dernière. Johanna Citruc. C'est une alliance inédite.
Pour la première fois, un bureau américain pour les services commerciaux a ouvert ses portes en Birmanie. Son objectif ? Aider les entreprises en provenance des États-Unis à investir un des marchés émergents dont la croissance est la plus rapide. 7,5% en 2013 et des prévisions tout aussi bonnes pour 2014. Dans le cadre de l'engagement durable des États-Unis dans la région Asie-Pacifique et compte tenu de la promesse des réformes futures, je suis heureuse que nous ouvrions un nouveau bureau pour les services commerciaux ici à Rangoon. Depuis la dissolution de la junte en 2011, la Birmanie a entamé des réformes politiques et économiques. Des mesures qui ont poussé les États-Unis à assouplir leurs sanctions contre le pays. Et aujourd'hui, les dirigeants mettent tout en œuvre pour favoriser la collaboration de leurs entreprises respectives. Les entreprises américaines sont ici aujourd'hui et seront là demain. Et elles veulent faire partie de l'avenir de ce pays. Alors nous allons continuer à créer plus de liens qui rassemblent à la fois nos entreprises et nos citoyens. Nous allons donc créer plus d'opportunités pour les travailleurs de nos deux pays. Et cette coopération semble fonctionner. Les exportations américaines vers Rangoon sont passées de près de 10 millions de dollars en 2010 à plus de 145 millions en 2013. Et d'après des données qui datent de fin avril, les États-Unis envisagent d'investir en Birmanie près de 245 millions supplémentaires. Voilà, et beaucoup de chantiers pour ce pays qui présente l'une des économies les moins développées d'Asie du Sud-Est, mais où le potentiel, on l'aura compris, est important. Beaucoup à faire, notamment côté infrastructure. Et on va en parler avec l'économiste Sylvain Fontan, en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé le site l'économiste.eu. Alors d'abord, quel état des lieux faites-vous de cette économie birmane ? Très peu d'industrialisation, un modèle quasi autarcique jusqu'à il y a peu, et puis l'agriculture toujours prédominante. Voilà, il convient tout d'abord de rappeler que la Birmanie est un des pays les plus pauvres du monde et le plus pauvre d'Asie du Sud-Est. Les relations économiques du pays avec ses voisins sont pour le moment très peu développées et l'économie est encore proche d'autarcie avec une production très peu diversifiée et largement dépendante du secteur primaire. Ouais, et depuis l'ouverture politique, qu'est-ce qui séduit, qu'est-ce qui attire les investisseurs ? Quels sont les secteurs à suivre ? On pense aux infrastructures, aux télécoms, à l'agriculture aussi. C'est ça, tout à fait. Donc, les investisseurs sont tout d'abord séduits par un environnement fiscal et législatif attractif pour les investissements directs étrangers. Toutefois, cela ne saurait suffire à expliquer l'intérêt grandissant des investisseurs internationaux. La raison peut paraître paradoxale, mais le très faible niveau de développement du pays constitue à la fois un frein et une opportunité. En effet, il est toujours difficile de développer une activité économique dans un environnement où il y a un manque cruel d'infrastructures. Néanmoins, cette situation est également une réelle opportunité pour des investisseurs dans un pays où tout ou presque est à construire. Dans ce cadre, les secteurs d'activité à suivre sont la téléphonie, où la taille de la population comparable à un pays tel que la France peut être une opportunité. Le deuxième secteur à suivre est celui de l'agriculture, avec le développement du numérique et des biotechnologies. Le troisième secteur est celui des infrastructures dont le pays manque cruellement. La Birmanie a notamment besoin de ports en eau profonde, car ce manque limite considérablement son potentiel de croissance via les exportations. Le pays a également besoin de développer ses infrastructures routières et ferroviaires pour relier les différents nœuds d'activité du pays. Il en va de même pour l'industrie électrique avec des blackouts récurrents. Un autre secteur est celui des matières premières énergétiques, mais ce dernier est déjà bien connu. Enfin, le secteur hôtelier est probablement le moins évident instinctivement, mais probablement des plus porteurs à terme. En effet, le potentiel de développement touristique n'est pas négligeable, a fortiori quand on considère l'étendue des côtes maritimes et le fait que ce pays demeure encore largement méconnu et possède donc un attrait certain pour des touristes à la recherche d'une zone relativement vierge. Alors dans tout cela, quelle place pour les États-Unis ? Est-ce que la Chine n'a pas déjà pris une certaine avance ? Est-ce que Pékin a déjà une relation privilégiée avec Rangoon ? Oui, tout à fait. Pour le moment, les relations économiques avec les pays étrangers sont encore peu développées. Toutefois, la levée des sanctions et l'intégration de la Birmanie au sein du marché commun de l'ASEAN en Asie du Sud-Est devraient pouvoir développer les relations économiques régionales. Pour le moment, les flux commerciaux et d'investissement sont essentiellement réalisés avec la Chine et Hong Kong. Il convient de noter que dans le cadre du développement des infrastructures et du marché intérieur, les entreprises chinoises et indiennes bénéficient d'une position géographique avantageuse, notamment par rapport à leurs concurrentes occidentales, américaines et occidentales, car la Birmanie est un carrefour naturel entre les deux plus grands marchés potentiels du monde. Alors en deux mots, culturellement, comment ces changements drastiques vont être supportés par la population ? Est-ce qu'on peut s'attendre à voir émerger une classe moyenne qui consomme ?
Oui, à moyen ou long terme, c'est-à-dire que la population ne semble pas pouvoir être en relais de croissance immédiat. Malgré une population importante, le marché domestique est encore peu porteur. Dès lors, malgré une consommation dynamique, ça... Merci beaucoup Sylvain Fontan pour toutes ces explications. Et à bientôt. Les directions de l'Afrique, second dossier du jour. Et gros plan sur cette tragédie que vivent des milliers de Centrafricains. 90 000 au total qui ont fui leur pays depuis décembre dernier. Et ils affluent vers le Cameroun voisin. Malnutrition, blessures physiques. Les agences des Nations Unies ont besoin de plusieurs dizaines de millions de dollars pour répondre à ces défis. Plus que jamais, elles attendent des dons. Johanna Citruc. Ils sont plus de 2000 chaque semaine. Plus de 2000 Centrafricains à passer la frontière pour rejoindre le Cameroun et fuir la violence de leur pays. Un afflux de réfugiés qui interpelle les organisations internationales. 2 agences des Nations Unies ont lancé un appel conjoint pour aider ces personnes souvent blessées, démunies de tout et affamées. Nous avons les moyens, même quand il y a des problèmes de sécurité, pour fournir l'assistance qui est nécessaire, mais nous n'avons pas, en tant qu'organisation financée à 100% par le volontariat, les ressources. Donc nous avons besoin de l'aide de la communauté internationale pour s'assurer que nous puissions livrer de la nourriture, même lorsque nous devons déployer des moyens extraordinaires à cause du manque de sécurité, à cause d'autres défis pour atteindre ceux qui sont dans le besoin. Depuis décembre 2013, environ 90 000 Centrafricains se seraient réfugiés au Cameroun. Et entre 20 et 30% d'entre eux souffriraient de malnutrition. Une fois qu'ils arrivent au Cameroun, nous n'avons pas les moyens de leur apporter l'aide alimentaire nécessaire. Il y a des gens qui se sont cachés pendant des semaines ou des mois et qui arrivent au Cameroun gravement sous-alimentés. Et quand ils arrivent, ils ne trouvent rien. Pour l'heure, le Programme alimentaire mondial des Nations Unies n'a reçu que 83 millions de dollars de dons. 83 sur un objectif total de 160 millions de dollars fixé en décembre dernier. Les gens arrivent dans des circonstances absolument tragiques. Et tout ça dans un contexte où, face à l'oubli de cette crise, l'appui aux organisations humanitaires est très réduit. Les appels qu'on a lancés ont été financés à peu près à 10%. Mais s'il y a urgence, c'est aussi parce que la crise en Centrafrique n'est pas isolée et qu'elle pourrait bien se propager à toute la région. Une instabilité qui se prolonge et on passe au Media Watch. Et un certain Rafael Nadal à la une de cette revue de presse, le tennisman espagnol qui a remporté hier Roland-Garros. Ce n'est pas la première fois. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors extraordinaire Nadal, 9 titres à Roland-Garros à 28 ans et ça fait du bien aussi à son porte-monnaie. Oui, puisque Rafael Nadal et donc Maria Sharapova qui a remporté la finale dames ont empoché tous les deux 1,65 million d'euros. 1,65 million d'euros chacun évidemment. En 35 ans, les gains ont été multipliés par 15 pour les hommes et par 29 pour les dames. Résultat, les gagnants gagnent de plus en plus d'argent, mais ce qui est plus étonnant, c'est que les perdants aussi. Cette année, plus de 25 millions d'euros ont été distribués aux différents joueurs qui ont participé au tournoi parisien du Grand Chelem. C'est 32% de plus qu'il y a seulement 2 ans. Ça paraît beaucoup, mais tout est relatif, puisque aujourd'hui, Roland-Garros, ça représente tout de même environ 70 millions d'euros de bénéfices nets. En tout cas, bravo aux champions, ils ne l'ont pas volé. Alors on reste dans le domaine du sport, Johanna. Gros succès côté pub pour Adidas, pub sur Internet. Oui, à l'approche donc du mondial, la guerre des sponsors est plus intense que jamais. Et depuis quelques jours, c'est l'équipementier Adidas qui est en première ligne avec sa nouvelle pub. Une nouvelle pub qui n'a rien d'exceptionnel, qui met en scène des joueurs de football qui s'affrontent premièrement à la console et ensuite en vrai. Mais l'atout d'Adidas, c'est surtout son casting, puisque la publicité réunit 4 véritables stars du ballon rond, 2 footballeurs de la génération actuelle, Gareth Bale du Real Madrid et Lucas Moura du Paris Saint-Germain, mais aussi 2 stars de l'ancienne génération, David Beckham et Zinedine Zidane. Donc c'est plutôt une bonne stratégie de la part d'Adidas, puisque ça touche tous les types de supporters, les supporters de toutes les générations, les plus jeunes comme les plus âgés. Et cette stratégie semble plutôt payer, puisque la vidéo a déjà dépassé les 9 millions de vues sur Internet. Oui, joli coup pour Adidas. Et pourtant, la star du mondial, ce sera sans doute Nike, le concurrent américain. Oui, Nike, le vainqueur de la Coupe du Monde, c'est en tout cas l'équipementier préféré des footballeurs.
puisque selon le site internet Quartz, Nike sponsorise 6 des 10 joueurs les plus célèbres, les plus influents du monde, entre autres Cristiano Ronaldo, Gérard Piqué ou encore Zlatan Ibrahimovic. Et parmi ces 10 joueurs, Adidas, lui, ne supporte que 3 joueurs, dont Lionel Messi tout de même, et puis le dernier qui est Thierry Henry, est en contrat, lui, avec la marque Puma. Ouais, c'est pas un des moindres, hein. Lionel Messi, un des favoris avec son équipe, l'Argentine. Merci Johanna, on aura l'occasion sans doute d'y revenir pendant le mondial. Et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Économie Le Mag revient demain avec une immersion des startups françaises en visite, en découverte ici en Israël. En attendant, l'info continue. Restez avec nous.